Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog de l'Avent. Alors c'est parti pour la quatrième journée. Quatrième journée. Et ben voilà, je vous prends avant de commencer le boulot dans une espèce de pluie de poussière. Je suis désolée, c'est avec l'éclairage que ça fait ça, là. Je vous promets, c'est pas si pire que ça dans la réalité. Donc, me voici. Alors, aujourd'hui, au menu, le boulot, bien entendu. Comme d'habitude, mon petit chapitre de How Winston Delivered Christmas. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est la journée des Miss Marple, donc des Miss Marple nouvelle mouture. Donc, je devrais arriver à la deuxième histoire. Je l'ai en papier et en audio. Je vais voir ce que je vais faire. Parce que j'allais faire mon jogging à la fin de la journée parce que ce matin, il faisait -7, puis j'ai quand même eu un petit peu... J'aurais pu y aller, mais on dirait que j'étais comme moins motivée. Donc, je vais y aller après ma journée de travail, quand ça va être un peu plus doux, mais ça se peut qu'il y ait un peu de neige aussi, donc on verra. Et donc, je vais voir si je l'écoute ou pas, parce que j'ai commencé une lecture. Je pense que je vais la finir parce que c'est juste 4 heures, mais j'ai commencé une lecture audio. C'est vraiment en dehors de ma zone de confort. C'est que j'ai commencé à lire un Karen Ponte. Puis là, je sais que pour tout le monde, c'est peut-être une autrice très, très populaire, surtout pour les romances de Noël. Moi, c'est moins mon genre de prédilection au niveau littéraire. Je n'ai rien contre sa plume, mais je la connais pas beaucoup. Mais je m'étais dit, bon, cette année, il y avait un concept particulier qui était, dans le fond, une romance de Noël. Ben, pas une romance de Noël, plus comme un feel-good de Noël, un roman feel-good de Noël en 2 parties. Donc, elle a fait la première partie. Ben, en fait, je dis ça, il n'y a pas de hiérarchie, là, mais une partie qui s'adresse à un public adulte. Donc, je me souviens plus des titres et je vais mettre la vignette, un public adulte. Donc, ça va être une situation qui va se passer du point de vue des deux parents impliqués, les 2 sœurs impliquées, qui sont des adultes, qui ont des enfants respectivement, des maris respectivement, puis ça va se passer autour de Noël, puis ça va mettre en scène, en fait, les grandes dissensions dans les fratries, puis le fait que des fois, ça peut, sans faire rien, vraiment empoisonner tout le restant de la vie, puis de la famille et tout. Donc, voilà. Et sinon, l'autre section, l'autre point de vue de ce même épisode-là, ça va être pour les ados. Donc, je vais mettre aussi la vignette. Puis cette fois-ci, ça va être le même moment, la même période, mais du point de vue des 2 filles, des 2 sœurs, donc les 2 cousines, qui ont, voyons, elles aussi, leurs problématiques, à la fois par rapport à elles-mêmes et entre elles, puis qui sont aussi témoins de ce qui se passe un peu entre les adultes. Donc, je trouvais que le concept, pour une fois, était, pour une fois, je parle pour moi, là, parce que c'est pas nécessairement quelque chose de présentation, ça me prend quelque chose de plus original pour susciter ma curiosité, puis titiller mon envie de le lire. Ça m'intriguait bien. J'en ai quand même entendu parler un peu sur les réseaux, mais c'était des gens qui, entre autres goûts littéraires et éclectiques, lisent quand même du Karen Ponte de temps en temps dans le temps des fêtes. Donc, j'avais comme envie de quelqu'un qui en lit pas d'habitude, puis qui me dit qu'est-ce qu'il en pense vraiment. Puis là, je me suis dit, ben, toi, t'es quelqu'un qui en lit pas d'habitude, fait que tu peux te dire qu'est-ce que t'en penses vraiment. Alors, je l'ai commencé. Donc, j'ai commencé celui pour adultes. Si je suis assez intéressée, peut-être que dans le restant du mois, je vais lire l'autre. Puis c'est vraiment un test pour voir parce que j'ai... Tu sais, c'est ça. J'ai pas d'attente par rapport à ça. Ça va être un roman feel good, puis on le voit tout de suite. On sent vraiment que c'est quand même un peu des archétypes. Les personnages ont l'air quand même bien plantés. C'est un peu archétypal, mais pas tant que ça jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que oui, certains archétypes, une sœur qui a réussi dans la vie, entre guillemets, socialement, qui a comme un grand institut professionnel en criminologie, puis une autre sœur qui a repris l'entreprise familiale de pâtisserie, donc de biscuits en particulier. Ça me faisait d'ailleurs penser à Anna Swenson. D'ailleurs, c'est très proche de ça. Mais en côté beaucoup moins caricaturé, donc beaucoup plus agréable à lire. Donc, il y avait ça, mais ils ont aussi leurs conjoints respectifs. Il y a un conjoint qui est sage-femme, et parce qu'il n'y a pas de terme pour un gars qui fait le rôle de sage-femme, en fait, en Europe. Et donc, il y a eux autres, puis leur mère qui est super mignonne, puis super comme joyeuse et enthousiaste, mais qui a comme décidé de mettre son pied à terre pour que les choses se passent bien. Fait que déjà, en partant, je trouvais que si ça joue avec les codes assez standards, puis on sent bien, il y a un problème dans la fratrie, on sent qu'éventuellement, ça va sans doute se résoudre, c'est ça le but. Mais je sens que ça sera peut-être pas autant en surface que prévu. Donc, à date, ça va. Donc, c'est très court, là, c'est vraiment une petite partie. Puis en lecture d'eau, je pense que c'est comme 4-5 heures, fait que je vais voir si je peux le faire avancer. Si vous êtes chanceux, je vais l'avoir terminé aujourd'hui, sinon ça va être demain, c'est pas grave. Donc, il y a ça aussi qui est comme lecture en cours. C'est ce qui me fait hésiter à savoir est-ce que je lis le Miss Marple de la journée, nouvelle mouture, en papier ou en audio. On verra. Bref, voyons, je jase donc bien, puis il faut que je me dépêche. C'est le début de la journée. Alors, sans plus tarder,
Allez, c'est parti pour le jour 4. Je dis 4, mais en fait, je l'ai déjà mis en ligne. Ouais, pour moi, c'est le... Ouais. On est le 4 décembre, sauf que vous avez eu un vlog de l'avant qui était préenregistré. Voilà. Donc, c'est parti pour ce 4 décembre. Hey, coucou! Alors, je vous prends pendant ma pause midi pour vous parler, comme prévu, comme promis, de tous les albums jeunesse que j'ai pu lire hier pendant ma pause midi. Il y en a vraiment une flopée. Puis là, je vais vous dire que j'avais pris le temps en plus de vous mettre quelques images pas très longues, parce que quand c'est des albums, j'essaie de pas trop en mettre parce que c'est quand même, faut pas dépasser le 10% pour les droits d'auteur. Oui, je suis bien quand même bibliothécaire finalement. Mais je les ai pris, je les ai filmés. Puis ce matin, j'ai fait le ménage dans mon téléphone parce qu'il y avait beaucoup trop de petites vidéos, parce qu'en mode vlog de l'avant, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai effacé les vidéos que j'ai prises hier, parce que dans ma tête, je me disais, ben comme le vlog, vous l'avez vu ce matin, le nouveau, j'ai plus besoin des vidéos que j'ai prises hier. C'était faux! Alors, voilà. Alors, je vais y aller après quelques petites entourloupettes de mémoire. J'ai retrouvé mes 6 albums. Et je commence de ce pas, parce que j'ai pas non plus tout l'après-midi. Ça va être premièrement, je vais commencer par les 4 premiers, ça s'adresse vraiment à un jeune public. Donc, quand je dis jeune public, je dirais 3-6 ans. Ça va souvent être des structures répétitives, histoires simples, colorées, mais ça va aussi aborder, dans la plupart des cas, des stratégies émotionnelles ou des ressentis qu'on peut avoir au quotidien comme enfant. Mais c'est justement un exemple de 4 albums qui les ont abordés. Et c'est pas souligné à grands traits. Et je suis certaine que les enfants vont avoir compris. Alors, vous connaissez mon amour pour ce genre de livre-là. Alors, c'est parti. On commence par Comment faire sortir papa du chapeau de Delphine Bournet. Celui-là, il est chez Kaleidoscope, je crois. Ouais, École des loisirs. Donc, on va suivre ici l'histoire de Hawa, qui est une grenouille, je pense. Je vais vous mettre la vignette pour que vous puissiez au moins voir la page couverture. Donc, la petite grenouille verte qui revient de l'école, puis là, son papa est là, puis là, elle se met à parler de ce qui s'est passé dans sa journée, puis là, c'est vraiment, là, ça, elle parle, il y a plein d'affaires qui se sont passées, puis à un moment donné, le papa, on voit que commence à avoir un peu atteint sa limite d'attention ou de juste trop plein de paroles, puis à un moment donné, elle se retourne, puis son père a disparu, il reste juste son chapeau. Donc là, elle va s'interroger, qu'est-ce qui se passe, où est son papa, puis on va voir des autres amis que vous voyez à côté. C'est ça, c'est ses amis qui arrivent, qui sont là pour jouer au parc, puis ses enfants, elles s'en vont jouer au parc, puis ils sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis comment, mon Dieu, où est-ce qu'il est mon papa? Puis là, dans le fond, tous les enfants vont essayer de faire ressortir le papa du chapeau, parce que leur déduction, c'est que le père a disparu dans le chapeau, puis que là, il ne veut plus sortir. Donc, vous allez voir toutes les petites stratégies, encore une fois, structure répétitive, stratégie des enfants pour essayer d'attirer l'attention du père. En même temps, c'est des stratégies qui s'appliquent plus à un enfant. Comment on pourrait capter l'attention d'un enfant. Et puis, il va y avoir un petit revirement de situation à la fin. Là, je ne vous dirai pas tout, il faut quand même que vous le lisiez. C'est super le fun, c'est super doux. Ça... Ben, je sais pas, ça aborde, oui, le côté, c'est pas pour jeter la pierre à un enfant, des fois, c'est un parent peut avoir sa limite un peu de débordement, puis comment un enfant va percevoir ce genre de truc-là, alors qu'en fait, ce qu'on comprend finalement, c'est que le père a juste pris un peu d'avance dans le parc, mais pour l'enfant, c'est comme, ça y est, il a disparu, premièrement, donc ça, c'est très enfant, et deuxièmement, la logique super adorable de dire, c'est sûr qu'il est dans le chapeau, puis qu'il peut pas sortir. Donc, vraiment, ça m'a vraiment plu. Donc, à la fois l'histoire, les visuels qui sont pas typiques. J'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations qui font un petit peu comme à la main. Puis, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, même moi, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Je ne vais pas savoir exactement si le père était dans le chapeau ou est-ce qu'il n'était pas dans le chapeau. Alors, je vous laisse deviner la suite. Puis, pour peut-être... rebondir sur le côté imaginaire de l'enfance. Je vais poursuivre avec le prochain que j'ai lu, qui s'appelle « Ici la baleine ». Donc, pardon, le titre sur le site des librairies que j'utilise pour me rappeler un peu, me rafraîchir la mémoire, le titre n'est pas le même que sur la couverture. Donc, c'est « Ici la baleine me croque ». Et c'est de Susanna Issem et Rocchio Bonilla, traduit par Florent Grandin. C'est publié chez Édition du Père Fouettard. Ça, c'est vraiment cool. L'édition du Père Fouettard, souvent, ils sortent vraiment des sentiers battus. Alors là, je mets encore une fois la vignette. Et cette fois-ci, on va retrouver un petit garçon qui s'appelle Martin, puis qui a une imagination qui est comme débordante. Puis en fait, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose ou qu'il va à quelque part, il va toujours imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer. Évidemment qu'on comprend à travers tout ça que c'est aussi un enfant qui est très anxieux. Mais dans le livre, c'est vraiment présenté par juste, il va vraiment imaginer tout ce qui peut se passer. Puis bien évidemment que ce que ça va faire, c'est que des fois, il imagine tellement tout ce qui peut se passer qu'évidemment, il va imaginer souvent
qu'est-ce qui peut se passer de pire. Donc, il va avoir tendance à pas trop sortir, pas aller voir ses amis, pas, tu sais, des fois, quand il y a des événements, dire « Ah, ben, j'aime mieux pas y aller. » Puis, à un moment donné, il va avoir une invitation, puis je me souviens plus. Ah, c'est ça, il s'en va en classe verte, donc avec sa classe, évidemment, son groupe d'école. Puis, il va avoir le goût d'y aller. Mais là, il va se réveiller le matin, puis il va dire « Ah, j'ai mal au ventre, ça va pas bien, puis tout ça. » Puis là, la mère, elle le connaît un peu, puis jusqu'à maintenant, elle essayait une approche de un peu dire ben non, ça va bien aller et tout ça. Puis ça n'avait jamais l'air à faire comme arrêter l'enfant. Puis là, elle va prendre une nouvelle approche, puis elle va entrer dans son jeu. Donc, à chaque ici que l'enfant va mettre de l'avant pour, comme, en fait, exprimer un peu ses peurs et ses anxiétés, et si je me perds dans la forêt, et si je reviens jamais, là, elle va juste en fait, elle va juste dire la suite, comme si je lançais une phrase puis qu'il fallait continuer l'histoire. Donc, je sais pas, moi, si je me perds, ben là, c'est parfait parce que là, il y a un gentil ours qui va passer par là, puis le présenter à sa famille, puis là, ils vont pouvoir. C'est toujours super bienveillant, mais elle n'est pas dans la négation, en fait, du ici. Puis bien évidemment, le jeune va finir par retrouver sa confiance. J'ai trouvé ça parfait. Premièrement, les illustrations, je ne sais pas c'est qui illustre. Je pense que c'est Rocchio Bonilla, mais je ne suis pas certaine. C'est comme super tendre, c'est vraiment rigolo, c'est tout en délavé, ça fait encore plus propice à l'imaginaire. Puis bien évidemment, étant moi-même une personne anxieuse, puis ayant été une enfant anxieuse et étant toujours une personne anxieuse, ici, je connais vraiment beaucoup ça. Puis j'ai trouvé que c'était en effet une super approche, puis une approche qu'on peut peut-être qu'on peut transposer à l'âge adulte, mais jamais de façon aussi sublime, ludique, puis en même temps dans le respect de qu'est-ce que l'enfant va vivre. Ah, j'ai trouvé ça excellent. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, totalement. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire circuler facilement. À la limite, un enfant qui n'est pas anxieux, comme c'est pas nommé, en fait, un enfant qui n'est pas anxieux va peut-être pas trouver ça bizarre. Il va juste retenir le fait que Martin a une super grande imagination, puis qu'à un moment donné, ça finit par le faire figer. Un enfant qui est anxieux, par contre, va peut-être s'identifier à ça. Donc, ça, à ne pas oublier, à garder en fait en tête, vraiment, à faire circuler. Pas trop pire quand même pour un coût pas trop onéreux pour un album qui vient d'Europe. Donc, ça, c'est assez impressionnant. 26,95 en canadien, c'est assez rare. Puis, c'est vraiment un bon format, là, donc ça vaut le coup. Donc, coup de cœur total pour Ici la baleine me croque. Ensuite, on va y aller avec encore un peu un ici, mais avec pour les plus jeunes quand même. Mais encore là, c'est le même principe. Donc, c'est avec ou sans doudou. Et c'est de Laurent Cardon. Encore une fois, audition du Père Fouettard. Il me semblait aussi qu'il y en avait deux, c'est la même édition. Bon, ben, vous allez comprendre aussi, je vais mettre la couverture, la quatrième de couverture. Puis c'est plate parce que celui-là, à l'intérieur, il y avait vraiment quelque chose qui était fait au niveau de la colorimétrie puis qui était vraiment intéressant au niveau des visuels. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les vidéos sont supprimées, sont disparues dans le vortex de mon inattention. Alors, cette fois-ci, on va suivre Didi, qui s'apprête lui aussi à aller camper avec sa classe. Donc, on a quand même un petit lien. Mais on sent que Didi est peut-être un petit peu plus jeune que notre fameux Martin. Puis, ben, lui, en fait, pour dormir, Didi, il a une doudou. C'est une pieuvre. Et, ben, c'est ça. Ben, c'est comme ça qu'il arrive à s'endormir, tout simplement. Mais là, il commence à s'inquiéter parce que là, il s'en va camper avec les copains. Puis là, ben, il n'a pas envie de faire rire de lui parce qu'il apporte son doudou. Fait que là, la veille au soir, il essaie de pas dormir avec son doudou, puis tout ça, mais ça se passe pas super bien. Puis là, il se finit par comme engager la discussion avec son doudou. Puis le doudou essaie de voir justement, mais qu'est-ce que tu as tant peur que les autres te disent. Ça reste comme ça. Puis finalement, le lendemain matin, quand il part, il prend la décision assez brave de ne pas apporter son doudou. Donc, on s'inscrit quand même la pression de la société et tout. Puis, bon, il va se ramasser au camp et tout ça. Puis, il va avoir beaucoup de plaisir. Puis, rendu au moment de s'endormir, là, il commence vraiment à pas triper. Et il va finir par trouver une façon d'avoir une doudou. Et il va aussi finir par comprendre qu'il n'est peut-être pas tout seul à s'ennuyer de son doudou. Donc, c'est super mignon. C'est tout simple. C'est pas original dans le sens que je veux dire. Bon, ben oui, en fait, la fin est originale, mais tu sais, c'est quand même une notion qu'on connaît un peu, avoir besoin de quelque chose de réconfortant pour s'endormir et tout, là, c'est pas. Mais tout est dans le dosage, le rythme de l'histoire et surtout, celui-là, il n'est pas nécessairement à structure répétitive, c'est vraiment une histoire. Tu sais, c'est pour les plus petits à cause du sujet, mais en même temps, c'est pas à structure répétitive. Donc, comme je dis, on peut aller un petit peu plus loin. Justement, lui, ça va camper avec sa classe, fait qu'on peut supposer que peut-être que c'est un enfant qui est en maternelle ou peut-être même en première année. On peut avoir un doudou longtemps, là. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est vraiment les illustrations. Là, et on fait vraiment, tout est dans la teinte du petit garçon que vous voyez là. Donc, dans les teintes sépia.
monochrome, donc blanc et sépia. Sauf le doudou, qui est toujours bleu. C'est tellement beau, c'est vraiment beau, c'est excellent. Celui-là, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur au niveau de l'histoire. J'ai vraiment aimé ça, puis je pense que ça vaut la peine de le faire circuler lui aussi. Mais au niveau visuel, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai adoré ça. Puis encore une fois, voyez-vous, édition du Super Fouettard, super abordable. Pardon, 23,95 canadien. Excusez, je ne sais pas de vous en vendre, mais c'est juste, je sais que Noël s'en vient, puis ben, des fois, ça vaut la peine quand même. Puis celui-là, très, très chouette. Évidemment, ça, c'est un petit peu plus ciblé comme sujet. Mais en même temps, on peut quand même apprendre aussi à, mettons que c'est pas nécessairement un enfant qui est concerné par avoir besoin de doudou, puis tout ça, c'est quand même avoir peur du jugement des autres. Puis comment essayer de trouver une solution pour gérer tout ça. Puis comment aussi essayer de voir que finalement, est-ce qu'on est toujours seul avec ce genre de truc-là ou on a peut-être d'autres personnes qui finalement n'osent pas non plus en parler comme nous. Donc voilà, chouette lecture. Ensuite, très différent, très rigolo aussi, mais encore une fois avec une espèce de un sujet qui aborde quelque chose qui peut être lié à l'enfance, mais aussi à l'adulte. Alors, ça s'appelle Gustave et la tactique du hérisson. C'est d'Élisa Dupont et Sarah Flan. C'est chez Pantera? Non. Pantera. Je ne connais même pas l'édition. C'est nouveau pour moi. Je vais vous mettre encore une fois la vignette. Puis cette fois-ci, on va suivre Gustave. Gustave, c'est un jeune qui n'aime pas ça se faire câliner. Mais sa famille, c'est vraiment des gens qui câlinent. Ils câlinent pour toutes sortes de raisons, même des raisons que pour Gustave, c'est vraiment pas nécessaire. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça se rapprocher, ils n'aiment pas ça se faire toucher. C'est un garçon heureux, là. C'est un jeune enfant heureux, là. Il n'y a pas de drame dans sa vie, sauf qu'il n'aime pas ça. Bon. Puis les autres ne respectent pas vraiment sa bulle. Et à un moment donné, sa grand-mère dit « Ah, t'es bien comme ton grand-père, toi. » Puis là, il pense, il dit « Ah, mais c'est vrai. » Il dit, parce qu'elle est un peu désespérée, il dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe moins? » Fait qu'il va voir son grand-père, puis son grand-père essaie de trouver une idée. Puis là, il n'en trouve pas. Puis le grand-père puis le petit-fils s'en vont marcher dans la forêt pour essayer de s'aérer l'esprit puis trouver une solution. Et ils vont rencontrer un hérisson. Et ça va leur donner, en fait, ça va donner une idée à Gustave. Et je vais vous dire parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se confectionner une cape avec plein d'objets piquants qu'il a trouvés dans le bois. Et quand il n'a pas envie de se faire un câlin, il met sa cape. Mais ça a quand même l'air de l'extérieur d'une cape un peu comme de super-héros. Mais quand il a envie d'un câlin, parce que dans le fond, il se rend compte que des fois, il a envie d'un câlin, bien, il va l'enlever tout simplement. Donc, c'est très ludique. On n'est pas... les parents sont vraiment super ouverts, la famille sont super ouverts. Ce n'est pas des gens qui sont pas fins et qui veulent absolument l'envahir, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la même bulle que lui, potentiellement. Puis... mais je trouve que c'était tellement le fun parce qu'en fait, oui, il est accompagné de son grand-père, mais c'est l'enfant qui trouve la solution. Vous pouvez me dire, peut-être qu'il pourrait le dire, mais ça reste un enfant. Sa manière de le dire, c'est ça. Puis, je trouve que c'est quand même une réalité. Tu sais, c'est au-delà de ton corps t'appartient. Des fois, c'est pas pour mal faire nécessairement que les gens vont le faire, mais tu sais, c'est comme juste, peut-être que l'enfant, ça ne tente pas d'avoir un contact. Puis, ça marche aussi pour les adultes. Moi, je pense que des fois, j'aurais des câbles de hérisson. Malheureusement. Faut que je parle. Mais je trouvais que c'est une super idée. C'est un moment où l'enfant prend en charge lui-même, en fait, cette problématique-là que lui rencontre. Puis, c'est super créatif comme idée. Puis là, quand je vous en parle, c'est super analysé, mais en fait, c'est vraiment rigolo. Comme je vous dis, il n'y a pas de moment où les parents ne font pas comme « Oh mon Dieu, je m'excuse ». Il n'y a pas de ça. Les parents restent les parents qui sont comme ça, puis qui aiment donner leur affection, mais ils ont vu que leur enfant avait cette solution-là, puis ils respectent la solution. Mais tu sais, il n'y a pas... Ce que je trouve le fun, c'est dans les 4 derniers que j'ai vus là, comme je vous disais, c'est des sujets qui concernent l'enfance, qui ne sont pas toujours évidents. C'est abordé de façon ludique, colorée. Ça donne envie de le lire, qu'on se sente concerné ou pas. Puis c'est absolument pas moralisateur, ni pour un enfant, ni pour un adulte. Donc, hein? Exemple à suivre. Ensuite, j'en ai lu 2 autres. On s'accroche. Les 2 prochains, c'est vraiment aussi des albums que j'ai vraiment beaucoup aimés. Celui-là, je ne sais pas encore comment, mais ça a été une expérience de lecture qui était à la fois, qui était presque plus visuelle que littéraire. Mais donc, c'est le livre Renard, Oiselle et moi. C'est de Christophe Devos et c'est chez Alice Jeunesse. C'est tout beau, c'est tout doux. Donc, on va vraiment retrouver moi, qui est la petite fille. qui ressent que comme, elle sait pas trop, elle se peut plus, elle essaie de faire quelque chose, elle regarde par la fenêtre, elle a l'impression qu'elle attend quelque chose, qu'elle attend quelqu'un. Puis éventuellement, elle va finir par sortir dehors pour se dire, écoute, peut-être que c'est ça qui se passe, et elle va voir un oiseau qu'elle appelle Oiselle et un renard.
Puis là, ils vont partir ensemble, ils vont faire plein de choses, ils vont découvrir la forêt, ils vont découvrir la vie. Puis là, tout ça se passe en narration, presque narration muette. Donc, il y a quelques paroles, mais pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, l'oiseau se fasse attraper par un rapace. Et finalement, elle va être blessée. Et elle va devoir, mais dans le fond, la jeune fille et le renard vont essayer d'en prendre soin puis de la rapporter avec eux autres. Et jusqu'à, évidemment, une résolution positive. C'est super court, c'est super simple. On laisse le lecteur se raconter l'histoire. Tu sais, même vous, comme moi, je ne suis pas nécessairement capable de tout vous dire les détails parce que c'est majoritairement sans parole. Mais c'est touchant parce que le visuel est super tendre. On est vraiment comme en délavé, en espèce de texture. Je ne sais pas si c'est de l'aquarelle, mais pas vraiment. On dirait plus comme du pastel sec. Puis ça crée, en tout cas, celui aussi, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer les vidéos que j'avais prises parce que la composition visuelle est intéressante. Et des fois, même pour exprimer l'évolution un peu de la narration, pour pas que ce soit juste d'une page à l'autre. Des fois, ils vont diviser une page en 4 sections. Donc, on va avoir une évolution un peu comme une BD. C'est presque une première BD. Puis en même temps, ça va montrer comment on peut faire confiance à un enfant parce que dans le fond, cette jeune fille-là va s'être liée d'amitié avec deux animaux. Puis il va arriver quelque chose qui n'est pas évident. C'était pas un rapace qui saute comme ça. Puis comment elle va réagir par rapport à ça. Puis comment elle va comprendre qu'en fin de compte, elle ne peut pas éviter qu'est-ce qui va se passer là, mais elle va essayer quand même d'aider, dans le fond, le fameux oiseau blessé. C'est sans drame, sans rien, mais c'est tellement... Ça vient nous chercher. On dirait que ça vient nous murmurer l'histoire à l'oreille. Puis que notre cerveau conscient n'est pas toujours... je n'ai pas nécessairement me souvenir de ce qui m'a été murmuré à l'oreille. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment comme ça vient nous parler par les sentiments, mais c'est pas larmoyant ou rien. Donc, vraiment un bel objet livre, une belle histoire que j'arrive pas vraiment à bien vous décrire, mais ça vaut la peine de vous y plonger. Encore une fois, celui-là, c'est un petit prix pour un album jeunesse européen. Donc, c'est 24,95. Très poétique. Je vous dirais que ça vaut peut-être la peine de le regarder avec un enfant. C'est sûr que ça risque quand même de faire surgir des questions. Pourquoi le rapace s'en est pris à l'oiseau? En même temps, c'est un rapace, donc c'est pas ni la faute de l'oiseau ni la faute du rapace. Mais c'est pas non plus, c'est fait de façon super comme respectueuse et tout. Et enfin, le dernier, puisqu'il va falloir quand même que je retourne travailler. Le dernier, un duo, un duo potentiellement gagnant. Quand j'ai vu les deux créateurs, j'étais comme, il faut vraiment que j'ai le temps de le lire. Donc, ça s'appelle Le Cadeau. C'est de Louison Neilman et Barou. Et c'est publié chez Deux, donc maison d'édition québécoise. Et on va suivre une petite fille qui s'appelle Candice et qui, on voit qu'elle attend. Elle attend, elle attend, elle attend. Elle regarde le ciel, elle voit que la lune n'est pas pleine. On comprend qu'elle attend quelqu'un. On comprend assez rapidement qu'elle attend son père. Mais en même temps, elle n'est pas seule au monde, elle a sa mère. Puis, on comprend qu'elle attend quelque chose qui va se passer, mais qu'elle a de la difficulté à patienter, puis à faire confiance dans le fait que ça va finalement se passer pour vrai, malgré que c'est dans longtemps. Et finalement, on va comprendre que son père, c'est un marin. Donc, il part très souvent, puis en fait, parce qu'il part dans ses voyages de marin, et il avait dit qu'elle allait revenir quand la lune serait pleine. Donc, elle va surveiller, elle, quand la lune est pleine, pour voir quand son père va venir. Mais c'est tout l'espèce de cheminement intérieur de cet enfant-là qui attend son père. Puis comme je vous dis, c'est pas, ça fait changement, c'est pas une enfant qui attend son père, qui est seule, qui est abandonnée. Elle n'est pas abandonnée, mais elle a hâte de voir son père. Elle le sait que son père travaille. Elle le sait qu'il est marin. Elle le sait qu'il lui a dit qu'il allait revenir, mais elle n'est pas certaine qu'il va revenir tant qu'il n'est pas devant elle. C'est tellement beau. On va rarement la voir de face. On va voir vraiment, c'est un album d'ambiance. On va voir sa maison, sa chambre, ce qu'elle voit de l'extérieur. Puis on va voir évidemment la rencontre quand le papa finit par revenir avec une super bonne nouvelle que je ne vous donnerai pas. C'est vraiment émouvant, mais c'est émouvant de joie. Il n'y a pas rien là-dedans qui est triste, c'est émouvant de joie. Celui-là, il est vraiment tout en finesse, on est vraiment dans l'intériorité. Puis, c'est qu'est-ce qu'on ne dit pas finalement qui nous fait comprendre, ou encore une fois, un peu l'histoire. C'est pour ça que je l'ai rapproché de Renard Oiselle et moi. Et évidemment, les illustrations de Barou, ça fait toute une différence. Encore une fois, on est vraiment dans le côté, comme vous avez pu voir, comme vous pouvez voir un petit peu, en tout cas dans la couverture, pardon, on est en aquarelle avec des petits traits fins. Donc, ça met encore plus le côté marin, le côté
le côté un peu insaisissable de l'intériorité de l'enfance. Donc, voilà. Alors, c'est ça. C'était ça, tout mon marathon de lecture. C'est ce que je vous proposais pour aujourd'hui, pour le blog de l'Avent. Je vais aller retourner travailler. Ça se peut que je prenne rapidement quand j'allais faire ma course. Puis peut-être que si j'ai le temps d'ouvrir mes calendriers de l'Avent, je le ferai. Mais c'est les mêmes calendriers de l'Avent que j'ai habituellement. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle que je lis le Agatha Christie, la deuxième histoire, qui est de Second Murder at the Vicarage. Et c'est par... Oh, c'est ça, c'est Val McDermid. J'ai vraiment hâte de lire. J'avais évidemment mon chapitre de 24 étoiles pour Noël. Et ma petite dose d'humour du jour avec le fameux McSweeney. Donc, voilà. Alors, écoutez, je vous dis à tout bientôt. Je retourne au boulot. Allez! Et bonsoir, alors me voici de retour de ma course sous la neige, donc avec du vent comme ça n'avait pas de sens, donc d'où ma tronche. Je suis passée direct en mode pyjama, puis voilà, même si c'est pas encore l'heure du souper, mais j'ai pas attendu. Alors écoutez, finalement j'ai terminé le fameux Karen Ponte. Donc c'était un Noël mi-figue, mi-praline, il me semble, de mémoire. Et écoutez, j'ai passé un bon moment. C'est sûr que j'ai passé un bon moment pendant toutes les parties où on n'essayait pas de faire un cours de psychologie 101 au lecteur. Donc, c'est toujours un peu ça qui me dérange dans les... Ben, qui me dérange. Je sais pas, moi, me faire tenir par la main comme ça, quand je m'en rends compte, ça m'énerve. Donc, mais c'est bien correct. Donc, tous ces moments-là où on essayait d'apprendre un peu des leçons, autant aux personnages adultes qu'aux personnages jeunesse, mais ados, ça m'a un peu moins plu. Mais vu que c'était contrebalancé par vraiment beaucoup d'humour dans les autres parties où ça se prenait pas trop sérieux, il y avait vraiment beaucoup d'humour. Il y avait autant des fois où comme je vous disais, on essayait, on soulignait à grands traits comme la bonne pratique humaine dans cette situation-là, ou comment la personne avait fait des progrès au niveau personnel et tout. Et c'était alterné avec d'autres moments où vraiment on jouait avec les codes justement de ces espèces de comédies de Noël-là. Il y a vraiment des moments complètement rocambolesques à plusieurs moments. Donc pour tous ces moments-là, comme c'est un peu en alternance, donc ça a été très bien balancé. Donc là-dessus, je pourrais dire que Karen Ponte est bien habile dans la situation. Donc comme c'est bien alterné, ben dans le fond, on passe j'ai eu des gros fous rires au moment où c'était un petit peu plus roman de croissance personnelle, mais bon, globalement, c'était une excellente comédie de Noël. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait des dissensions dans la famille. Il y avait des secrets, des secrets qu'on ne veut pas dire, des secrets qu'on découvre par hasard, des événements inattendus, une compagnie en difficulté, tout ce qu'il faut là, pour que ça fonctionne, une comédie de Noël. Donc, j'ai bien aimé ça. Je suis assez intriguée. Puis, j'ai été assez attachée au personnage, vraiment, en fait. C'est ça qui a été la force, je pense. La plupart des personnages, même les personnages qu'on voit un peu moins, donc les personnages secondaires, sont un peu caricaturaux, mais c'est pas trop dérangeant. Ils sont crédibles. Je veux dire, ils sont crédibles version comédie romantique, mais en même temps, il n'y a pas tant... Ouais, un peu comédie romantique. Mais c'est ça, c'est correct. C'est pas trop souligné à grand trait. Fait que je pense que tout ça, je trouve que c'est quand même de qualité. Si c'est ce genre de truc-là que vous aimez, je trouve que c'est quand même de qualité. Tous les éléments sont là. Puis pour moi, qui n'en ai jamais, je pense que c'est une bonne façon de faire une espèce de tour d'horizon de ces espèces de comédies-là, comédies de Noël-là. Puis comme je vous disais, je suis assez attachée au personnage que je pense que j'aurais presque envie, éventuellement, là, je vais voir si ça se peut que ça se passe pas, mais j'aurais presque envie de lire le pendant, donc le point de vue des ados. C'est vraiment parce que le concept m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, je me suis dit peut-être que juste mon petit côté rat de bibliothèque qui est amateur de lettres me fait dire, mon Dieu, c'est quand même une stratégie, ben, c'est pas que c'est inconnu, là, mais c'est intéressant d'avoir assumé ça, en plus en collaboration avec deux maisons d'édition différentes pour la version adulte et la version ado. Donc, voilà. Donc, bonne lecture. Si jamais vous voulez en essayer un, puis que ce soit votre genre habituellement ou que ce soit pas votre genre habituellement, ça vaut le coup, c'est léger. Est-ce que l'histoire, je vais m'en souvenir beaucoup? C'est pas marquant au niveau des émotions,
mais au niveau des personnages, de l'humour, de la plume et vraiment ben, la structure du récit en tant que tel, le genre d'événement qu'il y a eu, ben, ça m'a laissé un bon souvenir, je pense. Donc, voilà. Et sinon, donc ça, c'est pour ma lecture que j'ai finalement terminée. Donc, je suis bien contente d'avoir tenté le coup. Et j'ai finalement écouté aussi, vu que quand j'ai eu terminé mon fameux 40 Fontes, j'ai enchaîné avec ma nouvelle de Miss Marple, qui est mon calendrier de l'Avent des jours pairs. Alors, c'était The Second Murder at the Vicarage par Val McDermid. Donc, cette fois-ci, c'était ce qui se passait. Et j'ai vraiment aimé ça. Puis ça, Val McDermid, elle a vraiment fait un pari important dans le sens où non seulement elle a repris Miss Marple, mais elle a repris Miss Marple dans un contexte qu'on voit déjà, puis dans son contexte justement, comme j'avais déjà parlé, du fait que Murder at the Vicarage, c'est la première arrivée, la première apparition de Miss Marple dans les romans, grands romans, donc pas juste les short stories. Et elle est comme placé ça comme genre à peu près 1 an après The Murder at the Vicarage, avec les mêmes personnages, donc le pasteur, sa femme Griselda, Dennis, bref, puis je sais pas vous dire quelque chose, mais c'est un divulgateur de Murder at the Vicarage concernant un des personnages, puis ça n'a même pas rapport avec l'intrigue, fait que j'en parlais pas plus, mais tout le monde est là. Et dans le titre, ça dit, malheureusement, pauvre pasteur Clement, il va avoir un autre meurtre à son vicarage. Donc, il est vraiment pas chanceux. Et ben là, c'est ça, Miss Marple va s'en mêler, on retrouve même l'inspecteur Slack. C'est super bien fait. Ça, je trouve que c'est vraiment un hommage parfait. C'est pas... bon, je connais pas beaucoup la plume de Val McDermid, mais je pense que c'est vraiment comme effacé derrière peut-être tout ce qui est le langage d'Agatha Christie, mais en même temps, c'est super habile. Donc, on sent vraiment que pour arriver à faire ça, à reprendre non seulement le personnage de Miss Marple, mais à oser justement pas réinventer, mais imaginer un peu la suite, entre guillemets, de cette bande de personnages-là à Sainte-Marie-Mead. Je trouve que ça démontre quand même que c'est une autrice qui sait manier le tout. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Jusqu'à maintenant, entre les deux, ben là, c'est juste rendu à 2, mais entre les deux, j'ai beaucoup aimé la première, mais celle-là, je l'ai encore plus préférée. Puis c'était un narrateur masculin, puis il a réussi à faire toutes les voix, puis il arrivait à faire, encore une fois, les narrateurs se basent vraiment gros sur la façon de parler de Joe Nixon, de Miss Marple, parce que c'est Miss Marple, cette comédienne-là. C'était sûr que c'était ça. Puis même de Clement, puis chapeau jusqu'à maintenant pour la version audio. Jusqu'à maintenant, c'est pas des narrateurs pareils, mais à date, 2 en 2, excellent narrateur. Mais très bonne histoire aussi. Donc, j'ai bien hâte de poursuivre. La prochaine, ça va être une autrice que je connais pas. Puis j'ai un peu peur parce que c'est Miss Marple Takes Manhattan. Et je sais pas que c'est pas Manhattan, New York, dans l'État de New York, mais bon, on verra. Et c'est de Alyssa Cole. Moi, j'admets bien humblement que je sais pas c'est qui, mais on verra bien. Donc, super hâte, à dans 2 jours. Et puis, j'ai oublié mon calendrier d'humour. Ben, c'est pas grave, je l'ai tantôt, là. Ben voilà. Donc, ça fait le tour pas mal de ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai lu aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler. C'était particulièrement l'espèce de brassée d'albums jeunesse que je voulais vous offrir pour aujourd'hui. Donc, si ça vous plaît, ben n'hésitez pas à mettre le petit pouce de support. Les commentaires, il y en a déjà qui sont là, des habitués. Puis, je vous remercie d'être présent. Ça fait vraiment... ça fait plaisir de voir que je ne suis pas toute seule à me parler à moi-même derrière ma caméra. Je le ferai de toute façon, mais c'est le fun. On fait des beaux échanges. Donc, merci d'être là. Puis nous, on se dit à demain!